À 10 heures du matin, tous les êtres vivants d'un paisible village s'évanouissent. Comment est-ce possible? Et comment la population locale a-t-elle fait face aux multiples événements étranges qui ont suivi? Aujourd'hui, nous allons parler du film Le village des damnés. Faites attention, il y aura des spoilers dans cette vidéo. Dans la petite ville côtière de Midwich, les habitants se préparent pour la fête annuelle du village. L'événement attire l'attention de toute la ville, y compris celle de Jill, la directrice de l'école primaire. Lorsque l'horloge indique 10 heures du matin, toutes les personnes et tous les animaux se trouvant dans l'enceinte de la ville perdent soudainement connaissance. Frank, le mari de Jill, est sur le chemin du retour vers Midwich. Il s'évanouit également, ce qui fait dériver la voiture sur le côté et exploser. Les autorités arrivent pour découvrir ce qui se passe dans la ville. Heureusement, Alan, un médecin local, ne se trouvait pas en ville ce matin. Il s'inquiète pour sa femme Barbara qui habite en ville. Alan rencontre Suzanne, une scientifique du gouvernement, pour enquêter sur cet étrange accident. Étrangement, alors que l'horloge sonne 16 heures, tout le monde se réveille en même temps. Les militaires apparaissent également en ville pour aider à découvrir ce qui s'est passé. Peu de temps après, tout semble être redevenu normal jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, toutes les femmes de Midwich apprennent qu'elles sont enceintes, même celles qui n'étaient pas sexuellement actives. Cela suscite des inquiétudes et des conflits au sein de la population. Le gouvernement décide un peu plus tard de soutenir les grossesses inattendues. Suzanne informe les habitants de la ville que pour celles qui ont décidé d'avoir l'enfant, la mère sera aidée tout au long de sa grossesse. Elles recevront 3 000 $ par mois et des examens médicaux gratuits pour une grossesse saine. Considérant l'avantage du fait d'avoir un enfant, toutes les femmes ont accepté d'être mères. Au fil du temps, toutes les femmes enceintes se mettent à apprécier leur grossesse et suivent des régimes ou des cours avant l'accouchement. Au moment où les grossesses arrivent à terme, le centre médical de la ville est très fréquenté. Un par un, 5 garçons et filles naissent en bonne santé. Mais l'une des filles, la fille de Mélanie, est morte-née. Suzanne emmène alors secrètement le bébé mort dans son laboratoire. À mesure qu'ils grandissent, l'intelligence des enfants est hors du commun et ils ont tous les mêmes cheveux blonds. David, le fils de Jill, apprend rapidement à épeler son prénom. Un matin, Barbara prépare la soupe pour sa fille Mara. La fille se met en colère parce que la soupe est trop chaude. Un instant plus tard, Mara semble contrôler sa mère avec ses yeux verts, obligeant Barbara à tremper sa main dans l'eau bouillante. À l'hôpital, quand Alan l'interroge sur ce qui s'est passé, Barbara ne sait pas trop comment le décrire. Elle tombe en dépression après l'incident. Le lendemain, Barbara se jette du haut de la falaise. Elle n'est pas la seule, car il y a aussi de plus en plus d'accidents graves ou de décès en ville. Les parents sont confrontés à un dilemme entre l'amour inconditionnel pour leurs enfants et le fait que ces enfants ne sont pas normaux à 100%. Quand les enfants atteignent l'âge de 7 ans, les garçons et filles apparaissent ensemble par paire, à l'exception de David, dont la binôme est décédée. Tous présentent de toute évidence des capacités de télépathie. Un jour, alors que les enfants passent un examen de la vue, le médecin irrite accidentellement les yeux d'une des filles. Mara apparaît immédiatement et contrôle l'esprit du médecin, oblige l'ophtalmo à s'aveugler lui-même. En tant que directrice, Jill pense qu'il est préférable que ses enfants suivent une classe spécialisée. Elle demande à Alan s'il peut leur enseigner les comportements généraux et la sympathie. Alan refuse néanmoins la proposition de Jill. David, cependant, développe un lien fort avec sa mère, car il a grandi en absence de sa binôme. Quelques jours plus tard, David décide de chercher la fille mort-née au cimetière. Il rencontre Mélanie, qui est toujours submergée par le chagrin après la mort de sa petite fille. David voit que Mélanie prévoit de se suicider. Alors qu'Alan arrive également au cimetière pour visiter la tombe de Barbara, il raconte à David que la fille mort-née n'a pas été enterrée ici. David présente ensuite ses condoléances à la suite du décès de Barbara, ce que les enfants ne font normalement jamais. Après avoir eu une rencontre positive avec David, Alan décide d'enseigner les enfants à l'école. Alors qu'Alan dispense sa leçon, Jill l'appelle pour le rencontrer au bureau. Les enfants sortent méthodiquement les livres et commencent à apprendre par eux-mêmes. Soudain, le concierge alcoolique ouvre la porte. Il commence à accuser les enfants d'être des criminels. Lorsque l'enfant frappe un garçon avec son balai, les enfants se sentent menacés. Alors que leurs yeux deviennent verts, 8 d'entre eux, à l'exception de David, prennent le contrôle de l'esprit de l'homme pour qu'il grimpe à l'échelle. Leurs yeux deviennent rouges et l'homme tombe du toit du bâtiment. Alan et Jill se précipitent pour le sauver, mais c'est trop tard. Les enfants quittent la classe et Alan et Jill commencent à croire qu'ils ne sont pas humains. Le lendemain, Alan décide de voir Suzanne pour lui parler de sa théorie selon laquelle les enfants doivent être à l'origine de toutes les morts mystérieuses. Suzanne révèle également que depuis la naissance des enfants, plus de 30 cas de suicide ont été signalés. La situation s'aggrave lorsque Suzanne apprend à Alan que non seulement Midwich, mais aussi d'autres petits villages isolés en Europe ou en Asie connaissent le même phénomène. Des habitants qui perdent connaissance, des grossesses simultanées et la naissance d'enfants télépathes superpuissants. La CIA s'est également impliquée dans l'enquête depuis des lustres. Il est possible que les enfants soient utilisés comme des hôtes génétiques par des extraterrestres qui tentent de synchroniser le monde.
Après cela, Suzanne amène Alan dans son laboratoire secret. Il est choqué en voyant l'échantillon qui s'avère être le bébé mort-né dont le visage ressemble à un extraterrestre. Suzanne rappelle ensuite à Alan les capacités psychiques des enfants. Elle l'avertit de ne pas leur faire savoir ce qu'il a en tête. Alan se met en colère contre Suzanne parce qu'elle a caché la vérité pendant si longtemps. Suzanne soutient qu'elle doit cacher ses pensées aux enfants et se concentrer sur sa théorie jusqu'à ce qu'elle soit prouvée. Elle supplie ensuite Alan de l'aider en poursuivant le projet afin de réduire le danger que représentent les enfants. Cependant, Alan abandonne Suzanne et s'en va. À la maison, Mara conseille à Alan de ne pas détruire le groupe car cela ne ferait qu'empirer la situation. Personne ne peut les arrêter ni les blesser maintenant. Mara informe également Alan que les enfants vont déménager dans la grange à proximité pour commencer à y vivre. Tirant les leçons de ce que Suzanne lui a dit plus tôt, Alan essaie de ne pas laisser Mara voir son esprit. Alan retourne avec un air maussade vers sa chambre. Plus tard, les enfants arrivent à la grange un par un pendant la nuit. David ne fait pas exception. Jill lui conseille de ne pas rejoindre le groupe car David est différent des autres. Cependant, David affirme qu'il n'a pas son mot à dire dans cette situation et il sort de la voiture. Le lendemain, un homme se rend à la grange à la recherche de sa fille qui fait partie du groupe d'enfants. Cependant, lorsqu'il insiste pour amener la fille à la maison, les enfants commencent à contrôler son esprit. Il est obligé de regagner sa voiture. L'homme conduit ensuite droit dans un réservoir de carburant et provoque une explosion massive. Après cela, Suzanne se précipite vers Alan pour lui faire part des plans du gouvernement pour les enfants. Les militaires arriveront bientôt pour détruire les enfants à tout prix, même si la ville doit périr dans le processus. Pour cela, les habitants doivent faire leurs valises et quitter la ville au plus vite. Le soir venu, Alan vient dans la grange et discute avec les enfants. Comme il n'arrive pas à convaincre les enfants de renoncer à leur cruauté, il se rend compte qu'il ne sert à rien de leur sauver la vie. Il dissimule son esprit en s'imaginant l'océan, empêchant Mara de lire ses pensées. Le lendemain, Mara parle à David de sa sympathie qui n'est pas autorisée à se développer dans la colonie. Pendant ce temps, le pasteur de la ville tente de tirer une balle dans la tête de Mara avec son arme. Cependant, il est surpris par 4 autres enfants. L'homme finit par se tirer lui-même une balle dans la tête. La mort du pasteur suscite la colère dans toute la ville. À la nuit tombée, les gens se mettent à organiser une battue pour trouver les enfants. Alors qu'ils sont face à certains enfants en chemin, une femme commence à exprimer sa colère face à leurs crimes odieux. Elle est alors contrôlée et se brûle vive. Pendant ce temps, Suzanne fait ses valises pour quitter la ville avant que le gouvernement n'y envoie une armée. À ce moment-là, Suzanne tombe nez à nez avec Mara, David et un autre garçon. Elle essaie de cacher ses pensées au sujet du plan gouvernemental à venir. Alors que le trio entre dans le laboratoire de Suzanne, David rencontre enfin sa compagne. Le garçon se met à pleurer, regrettant la mort du bébé. Mara utilise à nouveau son pouvoir, obligeant Suzanne à s'allonger sur la table de dissection et à se suicider avec un scalpel. Pendant ce temps, Alan prépare une boîte d'explosifs dans son jardin pour se débarrasser des enfants méchants. La police et l'armée de l'État arrivent également en ville comme prévu. Alan arrive à l'école pour voir Jill et lui explique comment arrêter les enfants. Cependant, Alan veut mener son plan à bien, seul, alors il enferme Jill à l'intérieur avant de partir. Jill supplie Alan de ne pas blesser David car il est différent des autres. Plus tard, l'une des voitures de police arrive à la grange. Mara et les autres enfants commencent alors à contrôler les policiers, les obligeant à tirer sur les autres voitures qui arrivaient. La police commence à se massacrer entre elles, plongeant la ville dans le chaos. David reste cependant à l'intérieur de la grange et a peur de ce qu'en font ses amis. Pendant ce temps, Jill enfonce également la porte et conduit jusqu'à la grange pour sauver David. Alan arrive à ce moment-là pour donner son cours comme d'habitude. Afin de se débarrasser des méchants enfants, Alan élabore un plan dans lequel une mallette contenant de la dynamite sera installée dans la classe. Puisque Jill a supplié Alan de sauver David, Alan essaie de respecter sa promesse en demandant à David d'aller récupérer des livres dans sa voiture. Cependant, Mara peut sentir ses étranges actions. Le groupe commence à enquêter sur Alan en pénétrant son esprit. À ce moment-là, Jill arrive, mais les enfants veulent lui faire du mal. David est très en colère et se précipite pour faire tomber Mara. En imaginant un mur de briques, Alan parvient à créer une barrière psychologique qui empêche les enfants de se rendre compte de l'existence de la bombe. Alan presse Jill de faire sortir David avant l'heure fixée. Les enfants finissent par percer l'esprit d'Alan, mais il est trop tard. La bombe explose, détruisant la grange et tuant tout le monde, y compris Alan. Jill et David survivent après le massacre. Jill lui dit qu'ils vont emménager à un endroit où personne ne les connaîtra. Dans la dernière scène, David est assis dans la voiture de sa mère et regarde au loin. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!